l'homme issu de la haute fonction publique a promis de liquider des postes dans la petite fonction publique. L'argument invoqué est la diminution de la dépense publique parce qu'elle serait trop élevée. Rappelons ici quelques idées simples. La fonction publique a pour mission d'assurer la bonne gestion du bien commun, comme les infrastructures, la santé, l'éducation, l'égalité, etc. La fonction publique produit une richesse qui n'est pas appréciée. Comment en effet valoriser le bon état des routes, la bonne santé d'une population, des citoyens bien éduqués, le droit garanti par la justice, etc. Par exemple, une école privée facture ses services pour l'éducation de l'enfant qui lui a été confié. L'école publique ne facture pas ce service et donc, au dire des comptables et autres économistes, ne crée aucune valeur. Tant que nous ne saurons pas ou ne voudrons pas évaluer la richesse produite par la fonction publique, il sera malhonnête de réduire cette fonction à une dépense. L'erreur voulue consiste à ne retenir que le travail productif destiné à accroître le capital privé comme seule source de richesse. Par ailleurs, selon un rapport de l'OFCE de 2016, un euro public dépensé créerait entre 80 centimes et 2,50 € de richesse supplémentaire. Autrement dit, affirmer que les impôts financent les dépenses publiques est faux. Les impôts financent des investissements qui augmenteront la richesse nationale. Évidemment, l'argumentaire néolibéral se garde bien de telles considérations. Alors, pourquoi diminuer des postes de fonctionnaires, sachant que cette mesure affectera la richesse nationale ? Le capitalisme ne peut survivre qu'en accroissant constamment le volume du capital. Pour ce faire, il doit sans cesse s'approprier de nouveaux secteurs, et particulièrement le secteur non marchand, c'est-à-dire les services publics. Comment procède-t-il ? Étape 1. Il contrôle l'exécutif en finançant l'élection à la présidence de l'un des siens et en recrutant des ministres issus des affaires. Étape 2. Par la loi votée par les députés Godillot, il s'exonère de contribuer au financement de l'investissement public. Exonération, niche fiscale, exemption, subvention, comme le CICE par exemple, fraude et évasion fiscale, etc. On estime qu'entre les aides publiques, 60 milliards, et l'évasion et la fraude, 80 milliards, l'État se prive d'environ 140 milliards par an de recettes fiscales. Pour mémoire, le budget de l'éducation nationale de 2018 est de 50 milliards d'euros. Cette absence de rentrée fiscale a pour conséquence de sous-doter les services publics. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Étape 3. La sous-dotation des services publics désorganise ceux-ci et affecte la qualité des services rendus, provoquant le mécontentement des usagers. Étape 4. Pour répondre au mécontentement, le gouvernement propose une privatisation des services publics accompagnée de la phrase incontournable « Le système est à bout de souffle ». Étape 5. Le capital s'approprie alors le secteur non marchand, c'est-à-dire le bien commun, pour l'exploiter dans un nouveau marché et ainsi créer une activité lui permettant de s'accroître. Il y a un combat mené entre les intérêts privés et les intérêts du plus grand nombre, et ces derniers semblent être en très mauvaise posture. Qui s'en plaindra ? Évidemment pas les actionnaires, mais plus inquiétant, il semble que la majorité des citoyens soit aveugle ou indifférente à ce vol de la propriété collective. Qui réagira ?